Florence Lamoureux, la voix qui vous répond quand vous nous appelez. Et salut Florence. Et on espère que vous serez nombreux à le faire. Et pour le faire, c'est le 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. On parle de plein de sujets aujourd'hui. Avant de tomber dans l'eau, là, Isabelle, je t'ai vu prendre une marche hier soir sur Internet. Oui, t'as vu ça? Tu nous as diffusé ta grande marche suite au passage de Pierre Lavoie à l'émission. Écoute, j'étais tellement craquée par Pierre Lavoie, parce que tu comprends que quand je vais avoir l'âge vénérable de 64 ans, éventuellement, ça va me frapper. Je veux pas pogner à la garnotte. Non, voilà. C'est ça. Ça m'a comme fouetté. Fait que je me suis rendu compte que, puis, tu sais, normalement, on disait 10 000 pas, mais Pierre Lavoie nous a dit hier 7 000, c'est suffisant. Ouais. Vous n'avez pas de réel bénéfice. Il y en a sans doute un, mais en tout cas, peut-être pas aussi important. Alors, 7 000, ça faisait... Écoute, j'ai marché, t'as vu, 8 000, un petit peu plus que 8 000. Ben oui. Puis comment tu te sentais? Ben, je me sentais, écoute, je pétais le feu. Ben oui. Oui, mais je me suis rendu compte que c'est quand même 1 heure. Oh oui, puis vous savez aussi... C'est 1 heure de marche. Moi, je te voyais marcher sur Instagram, là, tu t'es publié en train de le faire. Ouais. Je me disais, Isabelle, elle fait rien à moitié. Là. Elle marche pas une petite marche tranquille. Là. Elle va par là. Mais non, c'est parce que je vois du monde marcher. Ils sont comme très slow-mo. Il faut que tu sois juste à la limite de pas être capable d'avoir une conversation. Voilà. Parce que sinon, t'as pas l'effet cardio. Il faut que tu sois, tu sais, faut que tu aies chaud, que tu fasses monter ton rythme cardiaque. Donc voilà. Après, mais je disais là-dedans, est-ce que je vais tenir ça? Mais aujourd'hui, tu vois, écoute, je suis une vraie folle. Je viens de faire le corridor 2 fois ici. Oui, je t'ai vu passer. Pour augmenter mes pas. Parce que... Ça donne quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est pas pire? Ben moi, jusqu'à cette heure-ci, je suis pas très, très mobile. Tu comprends? Je cours beaucoup dans ma tête. Parce qu'on part ça tôt la journée. Effectivement. Avec Mario, mon collègue, le matin. Ensuite, je cours à LCN. Après ça, ben, je travaille au bureau. Alors, je suis assise comme la plupart des gens qui nous écoutent. Ou pognée dans le trafic, comme la plupart des gens qui nous écoutent. Absolument. Mais ça pourrait être pire. On pourrait être pogné sur un bateau à cale sèche. On pourrait être à sec, effectivement. Et moi, dès cet été, on voyait ça. Je suis allé faire du bateau avec la belle famille. Là. Oui. Puis déjà, c'était un enjeu. Les gens ils disaient, on a de la misère. Attention, on peut plus passer où est-ce qu'on peut passer habituellement dans les cours d'eau. Il manquait déjà d'eau. Puis ça n'a fait que s'empirer jusqu'à aujourd'hui. On est dans la situation. À tel point que, puis on va tout de suite se rendre sur les bords du barrage Moses Sanders, près de Cornwall, où on a ouvert les vannes là, depuis ce matin, 7 heures, officiellement ouvertes pour 36 heures. Pourquoi? Vous l'avez peut-être vu passer, c'est pour faire remonter un petit peu le niveau du fleuve Saint-Laurent, qui est vraiment très, très bas. Là, on a tous vu des images cette semaine, on a entendu des témoignages d'agriculteurs, de gens là, qui, depuis le mois de juin d'ailleurs, se plaignent du fait qu'on n'a pas assez d'eau. Je regardais encore une collègue météorologue ici à TVA qui disait 5 fois moins d'eau que normal à Montréal. On aura un spécialiste des changements climatiques tout de suite après, vous allez voir, parce que c'est très relié là, pour ceux qui ont des doutes. Mais on va tout de suite rejoindre Andy Saint-André, qui est journaliste à TVA Nouvelles. Bonjour, Andy. Oui, bonjour. Toi, tu es là depuis ce matin. Oui. Et là, évidemment, il y a beaucoup de gens qui s'attendaient. Il y a même des gens, des curieux qui sont venus pour voir la vague. Là. Ils attendaient la vague, comme Brice de Nice. Mais c'est pas une vague, parce qu'en fait, explique-nous un peu comment ça fonctionne, cette remontée des eaux du fleuve. Ben c'est ça, on peut peut-être s'attendre à quelque chose de spectaculaire. On dit, on ouvre les vannes, on ouvre le robinet, les gens s'attendent peut-être à voir une espèce de vague et un courant d'eau très important. Là. En fait, le but de tout ça, c'est de sortir le débit du lac Ontario, donc d'augmenter, c'est-à-dire ce débit-là, puis de rehausser temporairement celui du fleuve Saint-Laurent, en l'occurrence le lac Saint-Louis. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher une quinzaine de centimètres pour permettre justement aux gens qui n'ont pas eu la chance de sortir leur embarcation à vue de la saison froide, de le faire. Alors, moi, je croisais des gens ce matin tout près du barrage Moses Sanders, c'est à Cornwall, en Ontario, des gens qui sont partis de la rive sud de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui ont fait la route, c'est un jeune avec son père, donc une journée père-fils, se sont dit pourquoi pas venir observer ce phénomène-là, qui, la dernière fois que ça s'est produit, c'était en 2012, donc ils ont fait la route, ils étaient peut-être un peu déçus parce que ben c'est ça, puis c'est un peu voulu dans un sens. Là, on contrôle le niveau, puis le débit aussi. On veut s'assurer que tout se passe bien, donc on veut pas provoquer cet effet de vague-là. Donc, ils étaient un peu déçus, mais quand même, là, je veux dire, on observe un peu de bouillon. Tout ça se passe sous l'eau en grande partie. Puis c'est une opération qui se déroule sur une quand même importante. Là. C'est 7h01 ce matin. Ouais. Ce sera jusqu'à 19h01 demain. Et dans cette période-là, on pense être capable d'aller chercher un 15 cm dans le lac Saint-Louis. On est chanceux. Je dis on est chanceux parce que les spécialistes et les experts me disaient ce matin en entrevue, on veut pas que cette solution-là, on s'en sert puis qu'on l'ait dans la poche à long terme. C'est-à-dire que là, on peut le faire parce qu'en amont, la situation fait en sorte qu'on peut le faire. Le lac Ontario nous permet de le faire.
Par contre, dans quelques années, puis on sait que les épisodes de sécheresse comme ça, c'est appelé à se répéter avec tout ce qui est changement climatique, etc. Dans l'éventualité, on n'aura pas cette opportunité-là de descendre l'eau en amont, c'est-à-dire celui du lac Ontario, on fait quoi? On fait quoi? Donc, c'est de s'asseoir puis de plancher sur des solutions. C'est un peu comme ça que ça se passe depuis le début de la journée. Ouais, donc, c'est pas impressionnant. T'as pas vu quelque chose vraiment. C'est pas visible à l'œil nu, là. Mais ça. Est-ce que tu vois quand même, je sais pas il y a des gens qui mesurent le niveau. Est-ce que ça a pris quelques centimètres déjà depuis ce matin? C'est hyper dur. Ouais. Honnêtement, je pense que ça devrait vraiment plus être sur une longue période. C'est ça. Avant de se rendre aux abords du barrage de Moses Sanders, on est allé faire un petit tour dans le coin de Beauharnois, où là, on voyait déjà, c'est très visuel, là, donc une affiche, une pancarte, c'était marqué « Mise en garde, le niveau de l'eau est très bas. Si vous avez à débarquer l'embarcation ou encore la sortir de l'eau, soyez vigilants. » Donc, c'est clair que s'il y a des collègues qui retournent sur le terrain demain ou on retourne exactement à la même place, là, on verra probablement cette différence-là. Mais en temps réel, c'est quasi impossible à observer. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, cher Andy. Andy Saint-André, journaliste à TVA Nouvelles, qui suit ça depuis ce matin. 15 cm, c'est ça qu'on espère aller chercher. On va parler tout de suite à Émile Sauvé, qui est propriétaire et co-actionnaire de la marina au Quai des Brasseurs, c'est à Bécancour. Émile, un bateau de prix là. Bonjour, merci de prendre le temps de nous parler. Je sais que vous êtes très occupé, ça court beaucoup pour vous, Émile. 15 cm, est-ce suffisant là, pour vous aider? Oui, exactement. Donc, 15 cm, ça va permettre minimalement à nos quais de flotter. Donc, rendu là, une fois qu'ils flottent, on va être capable de les amener à l'endroit pour pouvoir utiliser notre machinerie pour les sortir de l'eau, en fait. Là, on parle de combien de bateaux, Émile? Donnez-nous un ordre là, de grandeur. On a une petite marina, donc c'est 32 bateaux qu'on a, plus on a des quais visiteurs pour... Puis vous êtes une marina, mais il y en a plusieurs autres qui ont autant presque de bateaux, sinon plus. Ah oui, ça, exact. Il y a plein d'autres marinas. On peut dire que c'est des centaines. Aussi. C'est des centaines de bateaux, alors, on peut dire, qui sont coincés là? Pour nous autres, on n'a plus de bateaux à part un bateau qui reste, mais il y a d'autres marinas que je sais qui ont encore des bateaux, ils ont encore des problèmes aussi avec des quais qui touchent vraiment à la vase, le fond du fleuve, en fait. Dans la vase. Là, vous êtes soulagé, j'imagine, de voir là, que, vous allez avoir un petit peu de tir en dos. On disait c'est exceptionnel. Ça faisait 13 ans qu'on n'avait pas utilisé cette mesure là, qui permet, entre autres, d'ouvrir les vannes de ce barrage-là, près de Cornwall, en Ontario, et pour donner un petit peu d'air, ou plutôt d'eau, là, carrément, au fleuve. On craint que ça soit une mesure, toutefois, qui, c'est ce que vient de nous dire notre journaliste, qui soit malheureusement un peu plus nécessaire dans l'avenir. Comment vous voyez l'avenir, vous, pour une marina comme la vôtre, puis pour des plaisanciers? C'est sûr que on fait attention pour le futur, parce que c'est vraiment important le niveau d'eau. Donc, à l'avenir, si dans le futur, on a moins d'eau, moins de précipitations, ça va sûrement avoir un impact à long terme sur nos opérations. Puis, je pense que le barrage a quand même un effet très important, puis c'est 80% qui gère le niveau d'eau. Là, même s'il pleut beaucoup, je pense que c'est pas juste l'eau de pluie qui fait que le fleuve Saint-Laurent est navigable. Donc, on va toujours être contraint d'attendre l'eau du barrage, si on veut. Là. S'il y a moins de précipitations, eux, là-bas aussi, ça les impacte aussi. Là. Complètement. Puis en quelques jours, le mauvais temps peut toujours frapper. Ça endommage les embarcations. C'est des milliers de dollars de pertes. C'est vraiment important. Là. C'est une grande industrie, l'industrie de la plaisance et du bateau là, au Québec et au Canada en général. On vous souhaite bonne chance, Émile Sauvé. Je sais que vous avez beaucoup de travail à faire, alors je vous laisse aller. Merci beaucoup, Émile Sauvé, qui est propriétaire de la marina au Quai des Brasseurs à Bécancour. Fred? On veut savoir si vous avez été touché par cette baisse d'eau. Est-ce que vous connaissez des gens autour de vous qui le ressentent? On avait parlé la semaine dernière, ou plutôt cette semaine, là, quelqu'un qui avait carrément pas d'eau dans son puits. Est-ce que vos bateaux sont touchés? Et surtout, comment vous sentez-vous suite à cette carence d'eau? Sentez-vous que ça va s'empirer dans les prochaines années? Bien, c'est ça, c'est toute la gestion, parce que là, ça nous a permis de voir au cours des dernières semaines, des derniers mois, que
que le niveau du fleuve, toi, quand tu es rendu à le rehausser, il y en a beaucoup qui disent que c'est une mauvaise gestion des eaux. Il y a un problème, on en parlait même dans les eaux potables, les eaux souterraines, les gens qui ont des puits à sec. Tu peux te toucher de toutes sortes de façons. Il y a des gens qui peuvent dire, moi, j'ai pas le luxe d'avoir un bateau. Mais une petite chaloupe, là, ne coûte pas si cher que ça, puis elle peut être coincée dans la vase, elle aussi. Ou avez-vous été témoin de trucs? Là? Appelez-nous, écrivez-nous au 1-877-827-2346. Justement, Daniel se demande qu'est-ce qui arriverait s'il n'y avait pas de barrage et tout serait naturel? Est-ce que ça aussi, là, ça fait partie de la gestion de l'eau? Alors, on creuse la question pour vous, Daniel. Merci de nous écrire. Bien, on a le capitaine Éric Sauvé qui est avec nous. Il est président de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central. Bonjour, capitaine Sauvé. Bonjour. Cette question là, d'un auditeur, justement, qu'est-ce qui arrivait là, si on n'avait pas cette possibilité d'ouvrir les vannes? Est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il pourrait y avoir un phénomène naturel? Ça a souvent été ça. Ou s'il n'y avait pas de barrage du tout, là, c'est ça que Daniel se pose comme question. Là. Bon, là, ce serait dur à déterminer. Je n'ai pas nécessairement la réponse actuellement, là, mais ce serait le début naturel. Donc, le problème serait serait inexistant ou il y aurait le même problème en amont où le niveau d'eau aurait baissé durant la saison s'il ne l'avait pas retenu. Vous, à la Corporation des pilotes du Saint-Laurent, comment ça vous affecte cette sécheresse et le fait que depuis, là, ça nous a beaucoup touché cette année, mais on nous prévient déjà, ça va être récurrent, il va falloir se préparer à ce genre d'incidents qui sont reliés directement au changement climatique. Comment ça vous affecte d'abord, vous, la Corporation des pilotes? Au quotidien, directement, c'est une surcharge de travail légère qui demande plus de planification, un petit peu plus de gestion parce qu'on a plus de navires qui se trouvent à être plus près du fond, mais en pratique, et en même temps, de l'autre côté, ça change peu de choses parce qu'on garde nos marges de sécurité, nos réserves de dégagement sous quai, si on veut, l'espace entre le fond et le navire. Les normes minimum continuent de s'appliquer. Donc, c'est les navires qui doivent arriver plus légers, donc avec moins de cargaison. Ils doivent le prévoir avant de partir, idéalement, du port de chargement, soit l'Europe ou ailleurs dans le monde, avant de se présenter ici. Ils ont des prévisions pour ça. Justement, la Commission mixte internationale, avec la garde, tout ça, émet un bulletin qui leur donne des prévisions plusieurs semaines d'avance. Si c'est pas fait, là, il y a un problème qui pourrait se présenter. Ils devraient s'arrêter, soit s'alléger ou attendre que le niveau d'eau remonte, ce qui pourrait être long dans leur cas, là. On n'est pas dans une tendance de cargo plus léger. En fait, on a des projets d'agrandissement du port. Il y a Bécancour. Il y a beaucoup de projets où on estime que le trafic par cargo, par bateau, on veut l'augmenter là, pour pouvoir amener toutes les marchandises. Les bateaux sont de plus en plus lourds. Ça représente un enjeu, ça, vous pensez, pour l'avenir, capitaine Sauvé? Indirectement, il y a un cycle. Comme on dit, vous disiez, la dernière fois que ça s'est produit, c'est en 2012. Il y a une légère baisse pas aussi dramatique. En 21, il y a un certain... Disons, c'est peut-être le côté optimiste qui cherche à dire qu'il y a quand même une sorte de cycle là-dedans. Donc, c'est pas nécessairement que ça va être récurrent tous les ans. On peut s'y attendre, là, mais de ce côté-là, faut voir. Les bateaux se trouvent peut-être à augmenter un peu en dimension. Ça veut pas dire qu'ils soient nécessairement plus creux. Donc, avec un plus gros navire, au même tirant d'eau, on va avoir une meilleure capacité. Donc, on va quand même pouvoir transporter plus de cargaison. Ouais. Vous naviguez le fleuve depuis longtemps, hein, je pense, capitaine Sauvé? Quelques années, oui. Oui, vous le connaissez bien. Vous l'avez vu changer, le fleuve? Oui, l'évolution. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu en 2012. Ensuite, avant ça, c'était début 2000. Et puis, j'ai souvenir aussi dans les années 90 qu'il y a eu un phénomène similaire, là. Et en même temps, il y a aussi, vous vous rappelez, des inondations à l'époque, 2019, dans ce coin-là, où à ce moment-là, c'était le phénomène inverse, là. Il y a personne qui voulait d'eau chez eux. Même les Grands Lacs auraient aimé baisser les niveaux, mais ne pouvaient pas parce que nous, on était inondés aussi. Mais c'est ça l'enjeu. C'est ça qui arrive, c'est que, et on va parler à un spécialiste tout de suite après, c'est qu'il y a maintenant des épisodes de sécheresse beaucoup plus importants et soudainement, quand il nous tombe de l'eau, ben là, ça inonde. Et c'est pas ça qu'on veut. On voudrait que ça soit... Voilà, exactement, parce que l'un et l'autre, c'est pas souhaitable. C'est tout ou rien, là. On a soit des méga tempêtes de neige comme l'hiver dernier. Allez-y. Ouais. D'où l'idée un peu d'essayer de réguler puis de contrôler les niveaux pour garder une réserve pour aplanir la courbe, si on veut, là, pour éviter ces pointes. Ouais. Est-ce qu'il est bien géré, vous diriez, le niveau du fleuve, en général? Quand même bien, mais tu sais,
ou quand même bien, mais c'est pas un exercice qui est facile parce qu'il faut essayer de se projeter dans le temps. Et puis, personne n'est devin, mais la météo, un an d'avance, c'est difficile à prévoir, là. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il y a une mauvaise gestion là, du territoire, ce qui fait que là, quand on reçoit l'eau qui tombe du ciel, on n'est pas en mesure de la retenir. Puis là, après ça, ben, on est obligé de la retenir de façon artificielle. Puis là, on est obligé d'ouvrir les vannes. C'est un peu ça tout l'enjeu, là, dans le fond. Mais une question Ah, pour... là, c'est un coup pour... Oui. Non, mais une question pour vous, là, justement, on sait que climatiquement, ça semble être de moins en moins prévisible, mais trouvez-vous que nous, on s'améliore dans la gestion des ressources, puis comment on peut prévoir? Est-ce qu'au moins notre technologie peut pallier un peu l'insécurité de la prévision climatique? C'est plus une question pour notre expert climatique, mais... ouais. Mais pour les outils du capitaine, là, est-ce qu'on sent qu'on a une meilleure technologie aussi à bord des bateaux, puis autour des enjeux du fleuve, là? Quand même, il y a un bon effort de prédiction qui est fait, de prévision à long terme, mais c'est sûr que plus on s'éloigne dans le temps, plus ça devient imprécis. Oui, quand même, mais il y a toujours place à amélioration, j'imagine, c'est dur à dire. Puis c'est ça, c'est que aussi, il faut gérer les précipitations ponctuelles, comme ce qu'on attend en fin de semaine, vont faire du bien, mais ça a un effet qui est plus court terme, ce qui est bénéfique pour le long terme. C'est un peu paradoxal, mais c'est la durée des hivers, la neige qu'on reçoit, tout ça combiné. Et puis, évidemment, un apport d'eau régulier, ce qu'on n'a pas eu durant tout l'été, là, ce qui est probablement le facteur principal qui a contribué à la baisse des eaux. Voilà. Merci beaucoup, capitaine Éric Sauvé, président de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central. Philippe Gachon est professeur titulaire en hydroclimatologie au département de géographie de l'UQAM. On va lui parler, là, on est en train de le brancher. Mais ce que disent beaucoup d'experts, Fred, c'est que ce qui arrivait au mois de septembre, ben là, c'est arrivé au mois de juillet dernier. Oui, c'est ça. C'est l'accumulation, voilà. Le manque d'accumulation, dans le fond. Et ils disent cette baisse-là, c'est dû aussi à un mauvais remplissage des réservoirs en amont du réseau. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'une gestion inefficace de l'eau, d'un mauvais plan B. Et, tu sais, dans le fond, tu regardes ça, dans le fond, c'est le principe des vases communicants. Là. Tu transfères de l'eau d'un réservoir à un autre, mais il faut que ça soit géré comme il faut. Oui, il faut bien le prévoir. Puis justement, on a plein de gens qui nous écrivent, qui s'inquiètent un peu. Là. Il y a Steve qui se pose la question, OK, les grands réservoirs, les grands lacs, qu'est-ce qu'on fait avec Basketoon, Taureau, Gouin? Aussi, Janine qui se pose la question, oui, le climat change, mais qu'est-ce qu'on fait des compagnies qui tirent notre eau de la nappe phréatique? Est-ce que tout ça est lié? Donc, ça va nous prendre des experts là, qui répondent à ces questions-là. Puis merci de continuer de nous écrire avec vos questions. C'est pas rassurant, Isabelle, parce qu'on se rend compte encore une fois qu'on est tellement dépendant de la nature. Là. On est tellement... même si on se construit des technologies extraordinaires puis des capacités de prédiction du futur, on se rend compte qu'il faut peut-être danser pour la pluie, là, comme nos ancêtres faisaient pendant des années. Là. Faut prier pour la pluie, là, exact. Mais c'est important que ça nous tombe pas tout en même temps, parce qu'on veut pas plus être inondé. Alors, c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on est en mesure d'avoir Philippe Gachon avec nous pour l'instant? Non. On va être peut-être obligé de prendre une pause ici, d'y revenir tout de suite après ceci. Parce que, bon, c'est tout l'enjeu du climat. Puis moi, j'aimerais beaucoup vous interpeller là-dessus. Il y a encore des climato-sceptiques, Fred. Il y a encore des gens qui ne sont pas convaincus du tout que notre planète est affectée par les changements climatiques. Est-ce qu'il est là bientôt? Bon, alors ça, je pense que c'est important. 1-877-827-2346. Par texto, vous pouvez nous joindre au 1-87-CUBE-Radio. Est-ce qu'il y a encore des gens parmi vous qui n'y croient pas? Ou surtout, est-ce que vous êtes convaincus que tout est dans tout, comme on dit, puis que ça a un impact? Philippe Gachon est avec nous. Merci beaucoup d'être là, professeur titulaire en hydroclimatologie, département de géographie à l'UQAM. Bon, vous, ce qui vous inquiète le plus, Monsieur Gachon, c'est quoi exactement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, là, depuis ce matin, 7h01, on a ouvert les vannes pour pouvoir remonter au moins, on l'espère, de 15 cm le niveau du fleuve, permettre aux embarcations de se dépêtrer de cette vase. C'est relié au changement climatique pour vous? Oui, bon, d'abord, bonjour tout le monde. De plus en plus, de toute façon, on va faire une analyse, ça va être analyser cette sécheresse-là, est-ce qu'elle est due ou pas au changement climatique, mais définitivement, on est en train de voir une sécheresse non seulement sévère, mais particulièrement exceptionnelle, non seulement ici au Québec, mais dans une partie des maritimes. Elle va certainement dépasser, en tous les cas, pour certains endroits, ce qu'on a vu en 2012. Le contexte du réchauffement, tous les événements, de toute façon, qui se produisent actuellement, se produisent dans un environnement plus chaud. Point.
C'est un fait. Quand bien même on souhaiterait que ce soit plus froid parce que on craint la chaleur, par exemple. Donc, la discussion sur le climato-scepticisme que vous venez juste d'avoir, d'ailleurs, ce sont des opinions. Ce ne sont pas des choses basées sur des faits. Alors, on peut avoir des opinions, on a le droit de les respecter, mais dans le contexte qui nous préoccupe, ce matin sortait en plus, encore une fois, l'Organisation météorologique mondiale montre qu'on a un taux de CO2, une concentration de gaz à effet de serre qui est exceptionnelle, qu'on n'a pas vu depuis des milliers d'années. Donc, encore une fois, basé sur les données probantes, le contexte du réchauffement est une réalité, il s'accélère et on voit ces phénomènes-là de déficit d'eau et aussi d'excès d'eau de plus en plus présents. Écoutez, je viens d'assister à une conférence de la part d'un de mes collègues, Patrick Legalet, qui nous parlait de tout ce qui s'est produit en Europe ces dernières semaines, ces derniers étés. On vit actuellement dans une réalité qui est de plus en plus différente de ce qu'on a connu quand on était jeune, autrefois. Le changement climatique est bel et bien une réalité. On a le droit de pas y croire, mais ça, c'est une opinion. Les données probantes nous montrent que le changement est de plus en plus majeur et nous affecte de plus en plus. Pourquoi il y a encore des gens qui résistent, d'après vous, aux faits scientifiques, Philippe Gachon? Pour toutes sortes de raisons. Il y a là-dedans, il y a les croyances, la culture du déni. Écoutez, je vais avoir vraiment une discussion extrêmement intéressante. On fait face à l'inconnu, c'est-à-dire des phénomènes qu'on n'a pas vécus dans notre propre existence ou qu'on n'a pas connus, notamment nos parents, nos grands-parents. Alors, il y a un réflexe naturel qui dit que non, c'est pas possible. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui nous invente quelque chose. Mais face à l'inconnu, c'est sûr qu'on doit se poser les questions, mais on doit aussi apprendre à vivre avec ce changement-là, cet inconnu-là. Et ça fait partie, évidemment, de changements de paradigme. La culture du déni, pour les sociologues vont vous dire, c'est le réflexe naturel quand on fait face à un danger. Ouais, c'est ça. On le nie. On fait comme s'il n'existait pas. Le fait de le nier, ça empêche dans notre tête qu'il existe. Mais vous disiez tout à l'heure que c'est le déficit des précipitations et la sécheresse majeure là, qui affecte le Québec et l'Ontario là, qui vous inquiète le plus. Dans une région, pourtant, il faut quand même le dire, on n'arrête pas de nous dire... On a quand même la ressource en eau la plus... On a des lacs. Oui, des lacs, 20% de l'eau de source mondiale. C'est une région, le Québec, l'Ontario, réputée là, pour ses grands lacs, pour son abondance en eau. Si ça assèche comme ça de façon peut-être pas récurrente, mais plus souvent qu'on l'a vu dans la... qu'est-ce qui va nous arriver? Je pense que c'est votre ordinateur qui sonne, Philippe Gachon. Je ne sais pas si vous pouvez baisser le son. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, il va falloir... qu'est-ce qui nous attend? D'abord, on va devoir faire face à des événements de plus en plus récurrents, persistants d'excès de pénurie d'eau. Donc, il va falloir s'adapter, trouver des solutions aussi face à, encore une fois, un inconnu, je viens d'en parler. Il y a personne qui a des solutions toutes faites. Par contre, il va falloir travailler ensemble. Je vous donne un exemple. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, notamment avec les organismes de bassin versant. On a de plus en plus une nécessité à faire de la gestion intégrée de l'eau pour justement éviter ces conflits d'usage lorsqu'on a des problèmes de pénurie d'eau, voire même des problèmes de qualité d'eau. Parce que qui dit automatiquement pénurie, on va avoir un problème, on l'a déjà, un problème de qualité d'eau aussi parce que le débit des rivières est beaucoup plus faible, la dilution notamment des contaminants est plus faible. Donc, une meilleure gestion intégrée de l'eau, le gouvernement du Québec l'a rappelé d'ailleurs dans un document qu'il a republié en 2022. Les organismes de bassin versant sont là justement pour aider à mieux gérer, justement faire de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Il faut véritablement aller de l'avant et donner les moyens justement, que le gouvernement donne les moyens aux organismes de bassin versant qui travaillent avec les tables de conservation régionales, qui travaillent aussi avec les scientifiques, qui travaillent avec le milieu justement pour améliorer cette capacité de mieux gérer l'eau. Un autre exemple aussi, je termine là-dessus. On a une agence canadienne de l'eau qui a été créée par le gouvernement fédéral il y a quelques années. Le gouvernement du Québec refuse d'en faire partie. Ce problème de l'eau n'est pas juste... le problème de l'eau n'est pas juste... Laquelle, Philippe Gachon? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'Agence canadienne de l'eau.
Et ils ont interpellé évidemment toutes les provinces à travers le pays pour qu'on puisse faire partie de discuter des problèmes, oui, mais des solutions collectives. On vient de parler, on parle du bassin versant du Saint-Laurent, qui est un bassin transfrontalier. On a besoin de travailler avec l'Ontario, avec les États-Unis pour mieux gérer la ressource. On a besoin aussi de réduire les contaminants, notamment parce que c'est un problème de salubrité, évidemment, de qualité de l'eau. Donc, ce travail-là collectif, sans a priori, doit se faire. Puis ça devrait aussi inclure, je terminerai là-dessus, les universités. On est responsable du développement de la connaissance, de la recherche et de la formation de la relève, parce que ça passe aussi par ça. Donc, et vous dites le Québec veut pas en faire partie de cette agence canadienne de l'eau? Moi, j'irais poser la question à M. Drainville et à notre ancien collègue M. Charette et à M. Legault. Pourquoi le Québec refuse toujours de faire partie d'initiatives fédérales, notamment quand on parle de l'eau? Ben oui. Vous savez que le gouvernement du Québec, nous sommes la seule province. Quand la goutte d'eau qui tombe de l'atmosphère tombe sur le sol québécois, à partir du moment où c'est uniquement sur les rivières du Québec, on ne veut surtout pas que le fédéral s'en mêle. Or, qui fait la prévision météorologique, notamment sur le territoire du Québec? Enfin, tout ça pour dire... L'Environnement Canada, oui, c'est ça. Ben voilà, mais votre hypothèse là-dessus, de notre cette espèce de volte-face, ça serait quoi votre hypothèse? Parce que c'est fédéral, puis que ça nous fait gratter, c'est quoi? Ouais, on a un petit peu de difficulté à voir, encore une fois, le fédéral se mêler de certaines prérogatives au Québec. Mais l'eau n'a pas de frontières, l'atmosphère n'a pas de frontières, le climat n'a pas de frontières. On devrait plus, au contraire, travailler sur une meilleure gestion intégrée, de façon aussi à se doter collectivement de moyens et améliorer notre connaissance. Et très rapidement, ces projets, tous ces projets économiques là où on ignore le BAP et on détruit des milieux humides, ça aussi, je pense que ça contribue à altérer un peu l'eau souterraine, les stocks d'eau avec des cours d'eau de surface. Ça aussi, ça amplifie le phénomène, non? Absolument. Écoutez, moi, je suis bien placé pour en parler. J'habite en face du terrain de Northvolt, donc au bord de la vallée du Richelieu. Il y a des contaminants qui sortent maintenant qu'on a détruit les milieux humides, dans une période où, en plus, le Richelieu vient d'atteindre un minimum historique. On a été plusieurs, d'ailleurs, avec Maire au front, avec les citoyens, à aller à la régie intermunicipale de l'eau pour poser la question. Oui, mais en cas d'étiage, en cas de bas niveau d'eau, est-ce que les contaminants qui sortent pourrait éventuellement affecter la prise d'eau potable dans une municipalité qui dessert d'ailleurs 80 000 personnes. Les milieux humides jouent un rôle tampon d'absorber d'éponge pour absorber justement en cas d'inondation et redonner de l'eau à la rivière en cas justement de sécheresse et aussi absorbe des contaminants. On vient de perdre ce milieu-là. Effectivement, le BAP aurait pu dire ça de façon un peu plus évidente. Et c'est fait, mais on vient de perdre un des plus beaux milieux humides qui restait dans le vallée du Richelieu, qui nous aide de toute façon à régler ces problématiques-là. Hey, c'est pas rien ce que vous nous dites, Philippe Gachon, là. Puis vous êtes bien placé pour le confirmer. Tu as des commentaires, frère? Il y a plusieurs personnes qui s'inquiètent à savoir si ces manques d'eau dans les rivières, les lacs, les réservoirs ont aussi un impact sur les nappes phréatiques, puis aussi si l'utilisation des compagnies et des humains de l'eau sur le territoire ont aussi un impact sur ces réserves-là. Par exemple, il y a Marc-Olivier qui dit on devrait peut-être arrêter de penser que l'eau est une ressource infinie et arrêter le gaspillage. Donc, est-ce que... Très bon commentaire, par ailleurs. Les compagnies privées qui utilisent notre eau, ça a un impact sur la crise qu'on vit présentement, puis est-ce que aussi ça passe par les chaumières puis les gens qui consomment beaucoup d'eau à la maison? Toute consommation est de toute façon. L'eau, la plupart des municipalités au Québec, de toute façon, on prélève notre eau soit dans les rivières, soit dans les nappes peu profondes. Donc, en ce moment, la recharge des nappes ne s'est pas faite parce qu'on a eu un déficit de précipitation, donc pas d'eau infiltrée dans le sol. Cette nappe-là aussi, il faut pas oublier que ça alimente les rivières pendant l'été, pendant les périodes d'étiage. Et moins il y a d'eau dans le sol, moins les rivières vont avoir évidemment cet apport d'eau à l'intérieur du sol pour alimenter le débit de rivière. Et oui, tout usage doit être collectivement géré de façon à être intégré pour, encore une fois, éviter, là par exemple, l'aménagement du territoire, le développement des industries et autres. On regarde pas l'ensemble de la ressource pour savoir d'abord est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde, surtout pendant les périodes de pénurie. Donc, c'est vraiment fondamental de travailler sur ces enjeux-là, de mieux gérer la ressource. Et surtout, je terminerai aussi pour dire,
de mieux s'assurer qu'on quantifie, qu'on fait un suivi de ce qui tombe en ce qui concerne les précipitations et aussi la neige, parce que la neige aussi a un effet sur recharge des nappes. Ben, j'allais conclure là-dessus, Philippe Gachon. Merci parce que vous nous mettez en tête l'importance de mieux gérer notre eau et on va souhaiter un bon couvert de neige. Faut qu'il neige cet hiver. Hein? Ça devrait nous aider au printemps, n'est-ce pas? Parce qu'il paraît que la neige contribue pour 20 à 30 % de l'alimentation en eau dans le sol. C'est bien ça? Oui, à peu près. Ça dépend des endroits, mais effectivement, ça dépend de la nature du sol. Mais c'est vraiment important le couvert de neige qu'on a en hiver. Là, Isabelle, t'es en train de me dire là, que quand je vais sacrer en train de nettoyer mon char puis de pelleter mon entrée, je vais me dire au moins on va avoir de l'eau l'été prochain. Exact. Faut que tu sois content. Faut qu'il y ait du bonheur dans ton cœur. Je vais me réconforter. Je vais être content voilà. de pelleter cet hiver. Bon. Exactement. Au moins, il y aura ça. Philippe Gachon, c'est toujours un plaisir de vous entendre parce que vous nous remettez devant nos responsabilités citoyennes et corporatives. Tout le monde est dans le même bateau quand il n'est pas à la cale sèche. Merci Philippe Gachon, professeur titulaire en hydroclimatologie au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal.